Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format de Track Record. Aujourd'hui, on essaye de changer un petit peu nos invités et je suis ravi parce que je reçois, figurez-vous, un confrère. Alors j'allais dire un vieux confrère, mais ça va pas me servir de dire ça. Donc un confrère qu'on croise depuis très longtemps et je suis ravi parce que c'est un CGP qui parle à un CGP. Je reçois Joachim Savini, qui est président fondateur de Cheval Blanc. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Joachim, bienvenue dans ce format de podcast. Salut. Je suis hyper content que tu aies accepté de prendre le temps parce que je sais que ton temps est compté. Oui, c'est vrai. On va essayer de passer un petit peu de temps ensemble. Tu vas voir, je vais te faire une belle expérience. Tu vas tourner la roue comme tous les invités. Truc assez original. Ouais, avec plaisir. Pour commencer, c'est la petite question habituelle, rituelle. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu parles de ton métier à tes copains ou à ta famille depuis le temps ? Comment tu présentes ton métier ? Mes copains et ma famille, c'est un petit peu différent parce que mon fils demandait à ma fille que fait papa, et ma fille disait à mon fils que papa, tu lui donnes les sous qu'il y a dans ta tirelire et quelques temps après, il va t'en donner un petit peu plus en échange. Mon fils était redescendu en courant avec sa tirelire en se disant qu'il allait faire fortune, et donc c'est beaucoup plus facile avec les enfants qu'avec les copains. Avec les copains, c'est un peu plus complexe parce que chez Cheval Blanc Patrimoine, on a une approche qui fait le grand écart. C'est-à-dire que, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, on a des clients qui commencent à, on a des clients historiques qui on avait 10 000 euros de placement, et aujourd'hui on a des clients qui ont plus de 100 millions d'euros d'encours gérés chez nous. Et ce qui fait qu'on a des approches qui sont complètement différentes, et il y a des métiers dans le métier. Donc quand j'explique à mes copains ce que je fais, je leur dis que je fais de la gestion de patrimoine. Et j'essaie d'être le plus simple possible parce que mon vrai métier, c'est d'être un gestionnaire de patrimoine. Ouais, ça n'a pas changé. Maintenant, la boîte est devenue grande, tu as des collaborateurs à gérer. Exactement. Mais tu te définis toi encore. Ça me plaît, ce que tu dis. Exactement. Tu es conseiller en gestion de patrimoine avant conseiller, tout. Voilà. Ouais. Et il y a un truc qui me fait rigoler, là je rigole tout seul parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, j'optimise ou je me sers de votre capacité d'emprunt pour optimiser vos flux et générer de la valeur dans le futur pour que vous soyez libre et indépendant. Ouais. Tu vois ce qui veut dire gestionnaire de patrimoine. C'est comme si tu disais je fais passer des articles de votre panier pour vous faire un total et que vous rentriez chez vous avec vos courses pour dire caissière. Ouais. Et en réalité, on essaye d'être simple, de rester humble dans notre métier. On est gestionnaire de patrimoine, quoi. C'est très bien. C'est pas la peine de tout révolutionner non plus. Il faut se moderniser, il faut évoluer, mais bon, super. Très bien. Justement, pour commencer, parlons un peu de ton parcours. D'où tu viens, comment t'en es arrivé à ce métier ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes études, ton environnement ? Écoute, moi je viens d'un environnement plutôt modeste. Je viens d'une famille où on était 3 frères et après j'en ai eu un demi-frère. Mon père était policier, ma mère avait du boulot quand il y avait du boulot. Tu vois, ils n'avaient pas forcément d'argent, mais en tout cas ils avaient des valeurs, et ils nous ont donné une clé en fait. C'est que mes parents m'ont toujours fait comprendre que dans la vie j'avais quelque chose à construire et que cette chose à construire c'était moi. Et pour ça ils m'ont fait prendre conscience très rapidement qu'il fallait que je devienne fort pour pouvoir faire quelque chose dans la vie. Et ils l'ont dit à mon grand frère et à mon petit frère, et mon grand frère et mon petit frère sont aussi chefs d'entreprise, et mon grand frère et mon petit frère ont aussi réussi dans leur secteur en chef d'entreprise. Alors que c'était pas une culture familiale au départ. Pas du tout. C'est ça qui est fou. Pas du tout. En revanche, on a eu une espèce de mentalité qui était marche ou crève, quoi, un petit peu, tu vois. Non, mais c'est vrai, ouais. C'était comme ça. Il n'y avait pas d'aide. On avait juste assez d'argent pour pas avoir d'aide, et puis juste pas assez pour faire les trucs qu'on voulait faire, quoi, tu vois. Donc en réalité, il a fallu se débrouiller tout seul. Je te raconterai, si tu veux, mes premières entreprises, entre guillemets, mais j'ai fait des trucs pour gagner de l'argent, divers secteurs variés pour m'en sortir jusqu'à trouver ce que je fais aujourd'hui. En tout cas, donc ça a été comme ça. Puis j'avais des capacités assez fortes à l'école, et donc j'ai eu des bons résultats. J'ai passé mon bac à l'île de la Réunion. D'abord, j'ai grandi dans le 95, du côté de Sarcelles. Après, on est allé à Cergy-Pontoise où mon père était policier, puis il a été muté à La Réunion. Ça a été une vraie chance pour nous quand je vois ce que sont devenus mes copains de Sarcelles et de Cergy-Pontoise. Et je me dis qu'on a eu la chance de partir, ce qui nous a mis dans un cocon un peu préservé. Et là, on a pu s'épanouir, s'épanouir et réussir à faire nos études, puisque c'est important. Et voilà, j'ai fait d'abord de la biologie à La Réunion, un doc de biologie, parce que je savais pas quoi faire. Donc bac scientifique à la base ou... Bac S, ouais. Bac scientifique. Donc t'es un scientifique, ok. Exactement. Et après, j'ai fait de la biologie parce que je savais pas quoi faire. Je me disais, je vais peut-être être prof et tout. Puis je me disais, mais quel enfer. Et en fait, après, je voyais mes copains en droit qui me disaient, on va aller à Paris, on va être avocat. J'ai fait du droit et j'ai fait jusqu'à ma licence de droit à La Réunion. Puis je suis revenu à Paris faire ma maîtrise.
j'ai passé l'IEJ pour préparer le concours d'entrée au CRFPA, donc j'ai été pris à l'IEJ et pendant un été, tous les étés, pour payer mon année d'après, je faisais 4 mois de comment ça s'appelle, je bossais l'été, quoi, de l'intérim. Saisonnier, de l'intérim. Ouais. J'ai fait plein de trucs, j'ai fait des barman, des containers, agents de recouvrement, des trucs pourris, vendre des magazines, abonnements pour les banques, des trucs comme ça, tu vois. Des jobs d'étudiants, quoi. Exactement. Puis après, je suis tombé chez Cortal Consors. Et Cortal Consors, c'était juste post-crise de 2001. Donc, ils n'avaient plus de main-d'œuvre, ils avaient viré tout le monde parce qu'il n'y avait plus de marché, quoi. Et le marché avait perdu 70%. Et puis, ils me disent, voilà, là, il faut relancer ses clients et puis leur vendre des six caves pour leur dire que le marché est en train de repartir. Et ils me donnent un fichier dedans, il n'y a que des gars qui ont des centaines de milliers d'euros à placer et tout. Puis je me dis, mais c'est quoi ce truc ? T'es pas habitué, toi, fondamentalement, c'est pas ton environnement. Et puis là, je rencontre notamment, il y avait Franck Fargerel. C'est quoi, ça me démangeait de te dire, il y avait des gens très bien. Exactement, il y avait plein de gens très bien. On le salue. Et à l'époque, c'était une bombe, la société. Il y avait B Capital, ils avaient racheté Amex, etc. C'était où tu apprenais la bourse facilement. Tu avais tous les meilleurs gérants de la place qui venaient. Badlon, Marc Renault, on avait les stars de l'époque, toutes les stars de l'époque qui venaient nous présenter les marchés. Et moi, j'absorbais, j'étais une éponge. Je me disais, mais c'est génial. Et ils m'ont dit, tu veux rester un an ? Et je me suis dit, allez, bingo, on va rester. Sachant qu'on a ce point commun que nous, au début, on ne comprenait rien à notre métier. En fait, exactement. On a découvert tout ça. Exactement. C'est chouette. Et ils nous formaient de manière très pointue. Il y avait FondQuest. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec FondQuest. Et j'ai appris les fonds, je décortiquais. Et puis, j'ai monté plein de trucs. Puis, au début, j'avais un portefeuille que j'ai commencé. Je devais avoir quelques centaines de milliers d'euros. À la fin, mon portefeuille, c'était le plus gros de chez Cortal. J'avais tout éclaté. J'avais 500 millions d'euros sous et là, c'était un modèle plutôt téléphone, déjà, à l'époque ? Téléphone, 100%. À l'époque, c'était le Far West. C'est ce que j'allais dire. C'était complètement hors époque. Dans les années c'était 2000. Bonjour monsieur, vous voulez acheter des actions ? Oui, d'accord, vous me dites oui au téléphone et puis on valide. Tu vois. Et en fait, tu enregistrais le oui et puis tu validais le trade et puis tu étais parti. Ouais, c'était vraiment autre chose. Après, ça a été réglementé, c'est une bonne chose parce que ça partait un peu dans tous les sens. Et voilà. Et donc, j'ai fait en me disant, je serai avocat plus tard, quoi. Et puis, en réalité, j'ai continué de rester chez Cortal et puis de Cortal, je suis passé chez Cyrus et puis de Cyrus, on a monté Cheval Blanc Patrimoine. Donc là, j'imagine que le Pacha, c'est Cyrus. On a reçu un des fondateurs de Cyrus, Meyer Herzogui. On sait que tu as appris pas mal de trucs en gestion de patrimoine, là, pour le coup. C'est une légende, lui. Ouais. Je ne vais pas te dire que du bien de tous mes confrères. Ouais. Parce que pour moi, il y en a qui font bien les choses et il y en a qui font mal les choses. Il faut dire les choses à un moment donné. On ne fait pas le même métier tous. Tu vois. Moi, je fais le métier, j'ai une vision ultra noble de mon métier. Surtout venant de là où je viens, je me dis, on doit respecter l'argent, on doit respecter nos clients et on ne peut pas faire n'importe quoi avec tout le monde. Cyrus, c'est une orfèvrerie. Cyrus, j'ai rien à dire. Quand j'ai un client qui m'appelle, il me dit, ouais, je suis chez Cyrus et tout. Très bien, restez-y, vous êtes très heureux. Je n'ai pas récupéré mes clients de chez Cyrus, je les ai laissés. Ils sont en bonne main. Et en plus, j'ai été payé pour les faire là-bas. Je ne voyais pas pourquoi il fallait les récupérer. Mais chez Cyrus, j'ai tout appris. Et moi, j'ai eu aussi l'humilité chez Cyrus de me dire qu'à chaque fois que je faisais un rendez-vous, je faisais venir un associé. On me disait, mais pourquoi tu fais ça ? Je fais comme ça, j'apprends. Il n'y avait que des stars. C'était vraiment un super cabinet. Disponible, surtout. Il faut en profiter quand on est jeune. Disponible, c'était génial. Et donc, ça m'a permis de monter en compétences très rapidement, de prendre des notes, d'apprendre. À la fin, moi, je voulais devenir un cyborg de la gestion de patrimoine. J'avais la brique marché que j'avais appris pendant 5-6 ans. Et après, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en allocation de portefeuille, je pense vraiment être ultra pointu. Et après, je voulais apprendre l'ingénierie, comprendre comment englober le tout pour donner une vision éclairée à un client et un vrai conseil. Et on y est arrivé à force de 10-15 ans, par contre. Ça ne s'apprend pas comme ça. L'expérience, les casseroles. Il y a l'humain, il faut aussi apprendre l'humain, les réflexes humains. Exactement. Un bon placement n'est pas forcément ce que techniquement on pense être le mieux, c'est aussi ce qui est acceptable pour le client. Exactement. Il faut qu'il soit capable de dormir avec. C'est pas le même pour chacun d'entre nous. C'est intéressant. Donc là, Cheval Blanc, tu te lances. Ouais. Alors raconte-nous un peu, parce que ça c'est quand même intéressant, on va prendre 5 minutes. Tu te lances comment ? Avec qui ? Quel argent ? À la base, on était 4 associés. Voilà. 4 associés, un qui venait du courtage en crédit de chez Cyrus, un qui venait de l'immobilier de chez Cyrus, un qui venait du conseil financier de chez Cyrus, c'était moi, et mon frère qui a mis un peu d'argent au début pour nous aider. Le financier.
Exactement. Et on a pris des locaux, un rez-de-chaussée à Avenue Bugeaud dans le 16e arrondissement. Et on avait mis une grande table Ikea au milieu, et puis on bossait. Et puis on se disait voilà, il va falloir qu'on avance. Mais on avait une vision déjà qui était une vision transversale. C'est quoi ça? C'est 2014-2015? 2014, plus de 10 ans. On ouvre 5 août 2014, mais on avait commencé à préparer 6 mois avant. Déjà depuis 2012-2013, on était déjà en train de faire des missions de conseil, etc. Et on se disait qu'on voulait faire quelque chose de vraiment sur mesure, mais à l'époque, le marché nous envoie un signal fort. Il se passe quoi? Il se passe que tu connais l'histoire. Après la crise des subprimes en 2008, les taux restent à peu près stables, mais le marché vacille et on a la crise des dettes souveraines en 2012-2013. Et là, les taux descendent à 0%. L'immobilier en pleine bourre, et nous, il pleut de l'or, on ne sort pas avec des dés à coudre, hein. On y va avec des bassines et on se dit on va faire de l'immobilier, quoi. On va faire que de l'immobilier pour l'instant, du crédit et de l'immobilier. Et donc, on monte un système dans lequel on fait beaucoup de courtage en crédit. Tout ce que les gens n'aiment pas faire, tout ce qui est technique, parce qu'on a un petit bagage technique, donc OB, au rachat de comptes courants associés, financement non résident, puis aussi les grosses résidences principales, etc. Et on se sert de ça comme un petit ami, parce que le client qui vient chez toi... C'est une niche, mais une spécialité en même temps. Exactement. Donc, tu es un peu le seul à le faire. En fait, exactement. Le client qui vient chez toi pour faire un crédit, il doit se mettre tout nu, il doit tout te montrer. Ouais, c'est un schéma intéressant. Exactement. Et donc, on se disait... s'il nous montre tout, on va lui donner un super taux de crédit avec du courtage, etc. On avait des accords de partout. Et si on voit qu'il y a de la capacité d'endettement, on va lui faire de l'immobilier en plus. Donc là, on faisait, je sais pas moi, de la loi Pinel, Malraux, Cellier, etc. Et s'il y avait du financier, on faisait le placement financier, mais pas trop au début. On se disait, si on veut avoir des bonnes conditions avec les banques, il faut qu'on leur apporte des bonbons, des clients de qualité dans lesquels on va leur laisser la partie épargne. Et au début, on s'est fixé un petit peu là-dessus. Puis moi, je faisais des gros dossiers sur de l'hôtellerie, etc. Et donc, à ce moment-là, ça cartonne. On cartonne tout de suite. On monte 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires tous les ans, tu vois, comme ça. Et en 2018-2019, on a eu un clash avec un des associés qui est parti depuis et ça a été un petit peu compliqué. On a eu 2-3 ans de transition, il y a eu le Covid, etc. Puis là, on s'est remis à nos anciennes amours en se disant le récurrent, c'est quand même vachement bien d'avoir une assise et on est reparti avec nos clients en se disant on va repartir sur le modèle. On revient dans un schéma classique de valorisation et de réflexion long-termiste. Exactement. Tu vois, on va y revenir sur les actus, justement. Aujourd'hui, donc toi, en plus, pour finir sur ton parcours, tu as une petite spécificité. C'est que tu as... Alors, on a ce point commun, entre guillemets, sur des schémas différents. Tu as compris à un moment donné que le monde changeait. Tu faisais de la GESPAT sur un ancien modèle de spécialiste d'expertise, mais tu t'es dit, il y a quand même un truc à faire sur les réseaux sociaux. On va le dire quand même. Tu es devenu quand même un des références, si ce n'est le référent de la GESPAT sur LinkedIn, qui est quand même un réseau social B2B. Tu peux nous parler de ce... Est-ce que c'est une idée? Bien On sûr. te l'a soufflé? Tu l'as senti? C'est devenu un job à temps plein à un moment donné, j'imagine, pour toi, parce que ça doit prendre beaucoup de temps. Exactement. Au début... Et il n'y avait pas Claude à l'époque et ChatGPT et les autres? Toujours pas pour moi, parce que quand tu fais Claude et ChatGPT... Attends, je coupe le son. Je sais pas si vous voyez, il a la montre connectée. Quand tu fais... donc je te disais, au début, comme on monte Cheval Blanc Patrimoine, on est quand même plutôt jeune. Et le réflexe du client type qui a de l'argent en France, il a entre 45 et 60 ans à l'époque, et toujours maintenant d'ailleurs, celui qui a le gros patrimoine. Et il a besoin que tu sois légitime en face de toi. Donc quand tu as 33, 34 ans, c'est assez difficile pour le client de comprendre que tu es légitime. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui peut me rendre légitime? Il y a 2-3 trucs. Un, d'avoir un gros cabinet, c'est pas encore l'heure, donc il va falloir qu'on bosse pour y arriver. Deuxième chose, la notoriété. La notoriété, ça passe par quoi? Ça passe par avoir une crédibilité. La première crédibilité, je me suis dit, va donner des cours. Donc j'ai donné des cours, IPSup, le NSMI, l'EDEC, etc. J'ai continué chez IPSup pendant très longtemps, PrépaSup. Et puis c'est sympa ça. Voilà. Et puis j'ai commencé à me dire, je peux parler sur les réseaux. Et au début, il y avait Viadeo, Facebook et LinkedIn. Sur Facebook, je monte un groupe de gestion de patrimoine qui atteint 30 000 membres assez rapidement, etc., dans lequel je chopais des leads pour leur prodiguer du conseil. Et sur LinkedIn, ça a été très laborieux parce que LinkedIn, il y a 10-11 ans, quand je commence, il n'y a personne en fait. Il y a encore Viadeo qui concurrence. Et je parlais parfois, j'étais tout seul, je me faisais des monologues. Je tombais sur des très très vieux posts. Je me disais, mais c'est pas possible en fait, c'est ridicule. Parfois, c'était vraiment n'importe quoi. Voilà. En tout cas, je me suis dit, je continue, tant pis. Je savais que le premier pas, il te sort pas, il t'emmène pas où tu veux, mais il te sort d'où tu es, tu vois. Et moi, je voulais
faire le pas devant l'autre qui fasse que la communauté grossisse. Et puis je le précise, ça restait quand même toujours des postes techniques spécialistes. Techniques, de qualité. Non, mais tu faisais pas du racolage, quoi. Non, mais c'est pour ça jamais, aussi que ça prend jamais. peut-être pas forcément... voilà. Exact. Mais alors, par contre, ceux qui font du racolage, ils sont allés plus vite parfois que moi. Mais après, ils ont plafonné Et rapidement. puis l'audience, elle est vide, en fait. Exactement. C'est pas Voilà. constructif. Et donc, j'ai fait des postes qui étaient toujours sur un rythme que je m'étais fixé. C'était 2 postes sur mon métier, un poste sur les RH, les valeurs humaines, un petit peu le cabinet, et un poste un peu plus perso. Et je continue de faire ça, tu vois, ou perso, ou sur un truc... maintenant, ça peut être, je sais pas, une réaction à une actualité, une réaction politique, une réaction... à une nouvelle, etc. Et donc, je continue d'essayer de faire ça. Tu vois, là, j'ai posté sur Nvidia hier parce que c'était important. C'est les résultats les plus attendus tous les trimestres de toutes les sociétés du monde entier. Et puis, l'avant-veille, j'avais fait un post sur les réussites de la France, etc. C'est des sujets qui me tiennent à cœur. Et comme ça m'a fait une audience. Et aujourd'hui, cette audience, franchement, par contre, c'est redoutable en termes de résultats. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est très fort. Et depuis, c'est du vrai boulot. Ouais. C'est un boulot intellectuel, c'est beaucoup de temps passé. Et comme tu le dis, il ne faut pas déléguer à une machine, quoi. Exactement. Écoute, en tout cas, je pense qu'on est assez nombreux. Ouais. On te suit et c'est bien. Et je te félicite parce que on essaye tous d'avoir comme ça un pied dans cette influence, je mets des guillemets, positive par rapport à d'autres. Suivez mon regard qui raconte que des billevesées. Donc c'est bien en fait et je suis ravi qu'on puisse en parler aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite par une petite mini-séquence. Je vais te faire tourner la roue si tu veux bien. Allez, on y va. Allez, on y va. Donc là, le principe, tu tournes la roue et selon la couleur, on choisit une petite mini-séquence. Le rouge. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le rouge ? J'ai un petit côté Philippe Risoli quand je dis le rouge. Mini-séquence. Ah bah tiens, c'est... Ah bon. Alors, c'est pas fait exprès. Zoom sur LinkedIn. Tiens, c'est marrant ça. C'est original. C'est original. Non, mais c'est marrant parce qu'il y en a plusieurs qui ont la même couleur. Je dois avouer le petit secret. Justement, tu parlais de LinkedIn. Ouais. On va rester là-dessus. C'est super. Tu es quand même très direct sur LinkedIn des fois. Tu t'auto-censures ou pas du tout ? Je me suis auto-censuré 2-3 fois. Parce qu'il y a Joachim Savini et puis il y a le président de Cheval Blanc. Il faut faire attention quand même parfois. La frontière est fine quand même dans ce cas. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé de supprimer 1 ou 2 posts. Je me souviens plus lesquels, mais surtout parce que tu as des réactions parfois qui sont un peu excessives sur LinkedIn. Moi, j'ai eu des menaces, j'ai eu des trucs de fou, des mecs, ah ouais, capitaliste, machin truc, pourquoi vous aimez bien Bernard Arnault ? Ah ouais. Ouais, j'ai même eu, je sais où t'habites, t'as des enfants, etc. J'avais porté plainte cette fois-ci. Il y en a, mais sinon, en général, non. En général, j'ai un ton plutôt direct et franc. Moi, ce que je déteste, c'est le post scolaire. Tu pourrais l'avoir écrit, je sais pas moi, pour le mettre dans notre temps pour des petits vieux, etc. Non, on n'est pas là pour faire de la langue de bois. On est là pour dire les choses. À un moment donné, il faut aussi que le ton soit direct, franc et que ton avis soit tranché. Sinon, ça sert à rien si c'est pour dire des choses. C'est une question. Donc, en fait, si tu devais répondre spontanément, quand tu écris, justement, ta sensation avec un peu de recul, parce que 10 ans d'expérience, c'est quand même beaucoup pour savoir comment tu as construit finalement ton personnage de rédacteur. C'est pour convaincre, c'est pour éduquer, pour provoquer parfois. Comment les tu trois, dirais ça peut être les trois. Ça peut être les trois pour convaincre, oui. Pour convaincre parce que j'ai des idées. Parfois, il y a quand même... le problème, c'est que dans le monde du média aujourd'hui, c'est pas souvent celui qui dit la vérité qui est mis le plus en avant, mais c'est celui qui a le plus dans la hype, etc. Je suis pas sûr que ça date que d'aujourd'hui. Ouais, mais c'est vrai que de plus en plus... le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites. Ah oui, là, on atteint un niveau. Et même avec des professionnels en ce moment qui mettent en avant des choses où nous, après, on a un travail à faire derrière et ça fait mal à mon métier. Et ça, j'aime pas, en fait. Ouais. Donc, à un moment donné, je le dis. Et c'est vrai que je le dis avec un ton parfois franc, parfois ça va un petit peu au clash, parfois c'est un peu compliqué, mais on essaie toujours d'être politique et de rester mesuré, bien élevé. Et il faut se dire les choses quand même. Le droit de débattre sans t'insulter. D'avoir ton avis sans pour autant manquer de respect à qui que ce soit. Mais oui, et puis provocateur, ça peut m'arriver parfois, notamment pour des questions politiques. Après, je me cache pas d'être plutôt un centre libéral droit, tu vois, droite, mais avec un peu le cœur à gauche quand même. J'ai profité du système, ça m'a permis de faire l'université, etc. Donc j'en étais très heureux. Je pense qu'il y a un juste équilibre et aujourd'hui, on voit que ça part un peu dans tous les sens. C'est très clivant aujourd'hui. Ouais. Tu peux pas être un peu les deux.
Oui, mais malheureusement. Oui, je suis d'accord. Non, mais tu peux pas être Bernard Arnault et remercier la France de t'avoir permis de faire l'université gratuite. Mais non. Bizarrement, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, alors que c'est un peu grâce à Bernard Arnault. Mais tu peux le faire quand tu es chef d'entreprise, en partageant de la valeur avec tes collaborateurs. Moi, c'est le truc que je fais, tu vois, en ayant un juste système de rémunération, en n'ayant pas un écart de x5 entre le salaire de Joachim et le salaire de la back-office, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et on essaye d'équilibrer un petit peu les choses. Après, tu prends le risque du capital, il faut que tu sois récompensé aussi, tu vois. Et ça, il faut pouvoir dire ces deux choses-là en même temps. Quoi. Et puis rien ne t'empêche de faire de plan d'épargne entreprise et de faire bénéficier tes salariés aussi de la réussite de l'entreprise. L'intervention, ça existe depuis 40 ou 50 ans. Non, mais ça me va bien. Justement, on va rester dans ça. C'est difficile, mais un poste que tu regrettes un peu. Est-ce qu'il y en a un qui te vient à l'esprit comme ça ? Est-ce qu'il y a un truc où tu t'es dit, ouais, j'aurais peut-être pas dû ? Non, je crois pas. T'es pas obligé, hein, si tu assumes, c'est bien. Non, ce que j'ai enlevé, c'était vraiment pour éteindre des polémiques. Mais c'est un après. poste que je regrette, non, je crois pas avoir écrit de trucs que je regrette. Très bien. Ouais. Le poste, tu penses, qui t'a fait gagner le plus de clients ? T'as un souvenir comme ça, un truc qui a vraiment bien marché ? Ouais, j'ai fait un post sur Bernard Arnault, je sais pas pourquoi, il a fait 5 millions de vues. Il a été partagé des dizaines de milliers de fois. Et celui-là m'a apporté beaucoup de clients. Il y a aussi tous les posts un peu plus personnels, tu vois, dans lesquels tu parles un petit peu de ta vie. Je me livre pas souvent. Je vais pas souvent dire, je viens d'une famille modeste, machin truc, comme moi, réussissez ça. Le blabla, ça m'énerve un peu, tu vois. Je pense qu'il y a des manières de le dire différemment. J'ai pas envie de faire couler des larmes, etc. C'est pas le truc qui m'intéresse trop. Mais mes plus gros clients sont venus sur des petits posts. J'ai quand même un de mes très très gros clients qui m'a confié plusieurs dizaines de millions d'euros sur un post. Sur un schéma d'apport-session, tu vois, j'expliquais. Donc là, on est sur un truc technique. Un truc technique, ouais. Le mec s'est dit, là, j'ai quelqu'un de valable et qui en plus a l'air de connaître son sujet. Exactement. C'est le but quand même à la base, fondamentalement. C'est pas forcément de bouger le monde entier, quoi. Non, mais quand même. Mais tu restes un entrepreneur. Il y a un petit côté, moi, j'ai un petit côté idéologique quand même. C'est-à-dire que j'ai envie de partager, j'ai envie de délivrer quelque chose, une information que je trouve juste et vraie, surtout la réalité. Et parfois, c'est vrai que c'est le cumul de désinformation qui me pousse à republier, à commenter parfois, et j'y passe un petit peu de temps. Ça me prend un peu trop de temps, ça me prend 1 heure par jour à peu près LinkedIn. Ce qui n'est pas énorme en fait au final. Moi je pensais que ça te prenait plus de temps que ça. Non. Parce que c'est quand même... maintenant avec l'expérience... Non mais c'est beaucoup. Ouais. Oui, mais je veux dire, vu la qualité et la complétude du truc, il y a quand même de la recherche. Quand même, alors la recherche me prend plus de temps. Voilà, c'est ça. Et je consomme beaucoup d'informations. Je m'endors avec les marchés américains et je me réveille avec les marchés japonais tout le temps. Et ça, je le dis tout le temps, mais c'est vrai que j'arrive pas. La première chose que je fais quand je me réveille, c'est que je regarde ce qu'ont fait les marchés asiatiques. Ouais. Et quand je m'endors, avant, je regarde toujours ce qu'ont fait les marchés américains. Est-ce que tu... Est-ce que tu avais des copains ou ta famille qui te disent que tu t'intéresses à des trucs où tu es le seul à t'intéresser, mais qui finissent toujours par te servir à un moment donné ? C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. T'as cette espèce de curiosité. C'est ça. C'est marrant parce que c'est ma femme qui me demandait demande à Claude ce qu'il pense de toi. Parce que j'utilise Claude pour toute ma partie administrative, réglementaire, etc. Et puis elle me voit souvent faire des modèles, etc. C'est une machine de guerre pour te faire les mathématiques, pour te faire gagner du temps. Et il disait, oui, alors tu es quelqu'un de très pointueux, etc. Machin, et tu t'intéresses autant à la finance qu'au temps de cuisson des asperges. C'est marrant. Mais tu sais, il faut le dire aux auditeurs, aux spectateurs, amusez-vous à demander à ChatGPT ou à Claude votre profil par rapport à ce que vous avez cherché. C'est super marrant. Et ça commence à être un peu impressionnant. Quand tu utilises beaucoup... Alors moi, je suis un peu comme toi, j'utilise beaucoup en entreprise, mais je fais des recherches des fois un peu perso, et la machine a quand même capté des trucs. C'est plus pointu que l'astrologie. J'allais te poser une dernière question, mais tu y as répondu. La question, c'était est-ce que LinkedIn est devenu un vrai canal d'acquisition ? Est-ce que c'est un outil de crédibilité pour les CGP ? Pour toi, évidemment. Est-ce que tu y vois, je vais tourner la question comme ça, aussi un risque à un moment donné ? Il ne faut pas se lancer n'importe comment aussi sur les réseaux, parce que tu peux aussi, pardonnez-moi le terme, cramer ta crédibilité si tu fais les mauvais choix et si tu traites mal les sujets. Tu auras toujours des gens qui vont t'aimer et des gens qui vont te détester sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu le sujet. Après, il faut cibler ta clientèle tant que ça te rapporte des clients ou de l'épanouissement personnel. Il y a des gens qui le font aussi parce que ça flatte un petit peu leur ego. Ça leur permet aussi de se mettre à jour, de passer du temps. Tu vois, moi, je le faisais aussi parce que je me dis d'aller sur LinkedIn tous les jours.
Aujourd'hui, comme le rythme est soutenu, ça m'oblige, avec la pyramide de Winslow, tu apprends beaucoup plus ce que tu partages et ce que tu enseignes. Et donc, du coup, de partager cette valeur, ça me l'a fait emmagasiner pour moi aussi. Et ça, pour moi, c'est super important parce que je le dois à mes clients. Aujourd'hui, je pense quand même avoir atteint un bon niveau technique et de gestion de patrimoine et d'actualité aussi, c'est très important. Ouais. Parce que tu peux pas faire de la gestion de patrimoine comme tu l'as dit il y a 10 ans ou il y a 5 ans ou il y a 3 ans. Le marché change fondamentalement tout le temps et tu le dois. Donc, l'apprendre et le partager, c'est important. Après, canal d'acquisition, c'est pas le meilleur. Moi, mon meilleur canal d'acquisition, c'est Google, de très très loin. Ça reste quand même le SEO classique de Google, la recherche. SEO, SEA aussi. Ok. Ah ouais, le SEA, non, mais c'est de la recherche. L'intentionniste qui YouTube écrit, un peu aussi maintenant. Non, je ne fais pas encore de YouTube, mais je devrais parce que j'ai pas mal de clients qui sont qui est en train de devenir le moteur de recherche. Ça tombe bien, il appartient à Google aussi. Donc ils sont pas embêtés. Oui, mais Google, quand tu fais du SEA, il te pousse sur YouTube aussi. Et donc, évidemment, ça va avec. Donc voilà. Non, mais si tu fais du contenu vidéo, forcément, c'est plus simple. Si tu ne fais pas de contenu vidéo, c'est plus compliqué. Bien sûr, en tout cas, l'acquisition digitale, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cabinets qui passent encore à côté. Après, moi, je suis très heureux. Alors, il y a de plus en plus, là, en ce moment, le coût est en train d'exploser. C'est plus compliqué, je suis d'accord. Ouais, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, le client qui va investir de l'argent, il va forcément taper sur Google et il va forcément tomber sur quelqu'un. C'est pas à moi que tu vas dire ça. Oui. Et donc, forcément, de ne pas y être, c'est quand même compliqué. Non, mais moi, j'ai connu. Nous, on a eu la chance, mon associé de l'époque, et on parlait de Franck qui a été associé aussi. On a vécu l'âge d'or. Il y a 10-15 ans, on était 3. Là, aujourd'hui, il y a 300 cabinets qui ont des moyens et qui ont des contenus, qui font des choses bien. À l'époque, tu disais, c'était même pas le Far West, parce qu'en fait, il y avait personne. C'était cool, c'était vraiment confortable. On va parler un peu actualité maintenant. Alors, on va parler actualité et activité. On va parler évidemment du métier et puis on va parler de Cheval Blanc, même si on en a déjà pas mal parlé. J'avais plusieurs questions, mais tu réponds beaucoup et tu promeus déjà une parole précise sur la partie fiscale, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est plus la partie chef d'entreprise, là, sur le sujet d'actu du métier. Il y a une vraie transformation de notre secteur. Comment tu vois un peu les trucs ? On sait qu'on a encore beaucoup de parts de marché à prendre, je pense en particulier au réseau bancaire, etc. etc. Il y a un gros mouvement de concentration. Comment est-ce que tu vois un peu les choses, toi ? Est-ce que tu t'inscris dans ce truc-là ? Est-ce que tu as une vision un peu comme d'habitude, un peu différente ? Probablement parce que j'ai jamais acheté de cabinet, moi. Ouais. Jamais. Et pourtant, on a les moyens de le faire. Ouais. Mais le coût d'acquisition d'un client que je construis vs le coût d'acquisition d'un client que j'achète, déjà, je porte un risque quand je l'achète, qu'il reste avec moi, qu'il aime le modèle, etc. Et accessoirement, je le trouve beaucoup trop cher actuellement. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des valorisations qui sont montées sur des niveaux qui sont très élevés et qui sont un peu délirantes, je trouve. Et ce qui fait que c'est devenu un enjeu financier trop important, trop long terme. Et moi, j'ai une visibilité, tu vois, pour dépenser 1 euro, il faut en gagner 2. Alors la boîte, du coup, elle est bien gérée, il n'y a pas trop de sujets et on grossit à notre rythme. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans un marché qui bouge hyper vite en ce moment et qui est en pleine mutation, parce que moi, je pense que l'intelligence artificielle va faire beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'elle va remplacer le CGP. En revanche, elle va l'élever très rapidement. On peut, toute la partie réglementaire, etc., qui est, tu le sais, un véritable parcours du combattant. Non. Et qui prenait l'année dernière 50% du temps de mes collaborateurs. Aujourd'hui, on peut l'automatiser. Alors, il ne faut pas la standardiser, mais l'automatiser, c'est-à-dire arrêter toute la partie bureautique, taper, etc. On peut lier avec des connexions et puis te permettre de faire mouiller le tout pour que ton conseil continue d'être un conseil de qualité, sur mesure, mais que ça aille beaucoup plus vite. Quoi. Donc, tu fasses ton métier de conseil et pas ton métier d'interrogateur. Quoi. Enfin, je pense que la vague de l'IA, là, dans les CGP, il y a ceux qui vont la surfer et ceux qui vont se la prendre. Et moi, j'ai envie de la surfer, tu vois. Évidemment. Et donc, on recrute là en ce moment un DGA, d'ailleurs, qui vient du monde de l'intelligence artificielle et qui est une pointure et qui va venir nous aider à mettre les liens dans tout ça. Après, c'est vrai que le métier de CGP, entre celui de la banque et celui du CGP, il y a un vrai monde aussi. Puisque généralement, la difficulté qu'on a, nous, CGP, quand un client vient chez nous, il y a très peu de fois où on le perd. Généralement, on le signe. Sauf que la mission, c'est de le faire venir chez nous. C'est pour ça que moi, j'ai parlé sur les réseaux, je te disais Google, etc. Parce que la première étape, c'est quand même de rentrer dans l'agence bancaire. Eux, ils ont des agences qui sont là historiquement. Les clients qui sont là, tu as besoin d'avoir une banque, un compte bancaire, une carte bleue, etc.
Et donc, naturellement, ils détiennent les clients. Donc, ils sont quand même 90% du marché aujourd'hui. Ouais, hein. Encore. Et donc, ça veut dire que nous, on a un boulevard. Ouais. À la différence des banques... Surtout qu'ils se débrouillent bien pour que notre boulevard s'ouvre encore plus, parce qu'ils sont de moins en moins Ouais, pertinents. c'est vrai. Il y en a quand même des bons. En gestion de fortune, ils sont redoutables. Ouais. Dès que tu as plus de 3 millions, 4 millions, plutôt 10-15 millions à placer, que ce soit la BNP, la Société Générale, Indo-Suez, la Banque Populaire, etc., c'est des machines de guerre. Ouais. Attention. Hein. Et nous, on travaille avec eux, parfois, main dans la main, en partenariat, parce que c'est des machines de guerre dès que tu as un peu d'argent. En revanche, le client entre 100 000 et 4-5 millions, c'est toujours ce ventre mou, entre guillemets. C'est pas encore de la gestion de fortune, c'est même pas forcément de la gestion privée. C'est cette classe moyenne plus qui est complètement délaissée actuellement. Bien sûr. Ouais. Alors, d'une part, ils ont quand même une arme fatale, c'est le financement, le crédit. Ils ont le crédit, évidemment. Le crédit, ça les aide beaucoup à garder le client captif, à leur dire on vous fait le crédit, mais si vous restez avec nous, etc. Alors, normalement, ils n'ont pas trop le droit de le faire. Mais nous, on a en face l'architecture ouverte. Ouais. Et là, ça, c'est extraordinaire. Ouais. Est-ce que c'est pas ce qui change aussi en gestion de fortune? Si, Parce bien que sûr. moi, mon expérience Bien fait sûr. que quand tu as, je pense à BNP, gestion privée en particulier, jusqu'à un certain montant, tu te prenais que des fonds de la BNP dans tes allocs, et bizarrement, à partir d'un certain montant, tu commençais à avoir affaire à des sociétés de gestion qu'on connaît tous, Exactement. classiquement, avec même des mandats de gestion, etc. Exactement. C'était un peu l'erreur qu'ils ont fait. Enfin, en tout cas, je pense, c'est mon modèle. Exactement. Mais en fait, j'aime bien donner cet exemple à nos clients. Ils me disent pourquoi ce fonds-là il performe plus que ce fonds-là. Si tu prends Banque X, Action France ou Banque B, Obligations, VS, je sais pas moi, JP Morgan, Tech USA ou un ETF sur le CAC 40, tu vas avoir des performances qui vont être sur 10 ans du simple au décuple parfois. Ouais. C'est assez dingue, hein, tu le sais aussi, la différence de performance entre les unes et les autres. Comment tu l'expliques? Je sais pas s'il y avait Pierre Gagnère là avec nous et que toi et moi et lui on avait de la farine, du sucre, du lait et du chocolat, il ferait un meilleur gâteau que nous. On ferait pas le même résultat. Mais non, c'est bizarre. c'est sûr. Mais nous, notre métier, c'est d'avoir la possibilité d'aller sélectionner tous les Pierre Gagnère dans les différents secteurs. Et ça, c'est en plus, paradoxalement, c'est souvent moins cher d'avoir le meilleur fonds que d'avoir le fonds de la banque que tu subis. Donc, le fait d'avoir une architecture... C'est encore mieux que ça, c'est pas que des Pierre Gagnère, c'est qu'on peut avoir Pierre Gagnère, Paul Perret, Yannick Aleno, exactement, Keiko Bayashi. C'est ça qui est encore mieux, c'est qu'on n'a pas les mêmes, c'est pas les mêmes chefs. C'est ça qui est fou. Mais c'est assez extraordinaire. Ça va l'exemple. Ça demande un gros boulot, par contre, parce que faut que tu ouvres les conventions. Chez Cheval Blanc, là, on était à presque 750-800 conventions. C'est énorme. Hein. En private equity, on en a 150, on en a 200 en immobilier, on a toutes les sociétés de gestion que tu connais, on a toutes les compagnies d'assurance, etc. On a 3 personnes sur ce poste qui font que ça. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une offre qui est hyper structurée et dans laquelle je peux aller stock piquer les meilleurs fonds en fonction des objectifs de mon client à l'instant T. Et on les sélectionne, on les sanctionne. Quand il n'est pas bon, on le sort. Tous les lundis, on a un partenaire ou 2 partenaires qui viennent présenter leur offre au cabinet. Ce qui fait que mes cabinets... des fois des images de exactement, réunions. Ouais, exactement. Très sympa. Ben oui, parce que comme ça, tu montres aussi... ça, tu vois, c'est le poste un peu RH de LinkedIn dans lequel tu montres un petit peu que tu fais le boulot. Ouais. Et ça prend du temps de faire le boulot. C'est pas, attendez, je vais vous mettre un ETF tous les mois, etc. C'est bon, c'est valable pour le mec qui a 20 ans et qui a 40 ans devant lui pour faire fortune avec des ETF, tu vois. Le client qui arrive avec 500 000 euros, tu lui dis pas, écoutez, on va faire des ETF pendant les 20 prochaines années. Non, tu dois lui donner un portefeuille diversifié, équilibré, et tu vas pas lui dire, oui, tu vas faire que des ETF parce que s'il rentre en 2008 et qu'il prend moins 40%, il part en courant, il n'y a pas d'histoire, il attend 10 ans que ça remonte. Et il accuse sa paume de... Il aura le même réflexe que pour n'importe quel actif. Exactement. Et donc, du coup, d'avoir cette architecture ouverte avec cette diversification, ça demande du travail, ça demande de l'énergie, un peu moins de marge au début, plus à la fin. Pourquoi ? Parce que ton client, il est fidèle. Évidemment. Et non, mais Alors, on va parler justement un peu de Cheval Blanc. C'est l'ADN quand même, c'est le temps. Ouais. Tu l'as expliqué, on en a parlé ensemble. Tu démarres doucement. La marge n'est pas forcément tout le temps optimisée au départ, mais parce que le pari est un accompagnement intelligent. Combien il y a de personnes aujourd'hui, ces Cheval Blanc, pour construire 50. Donc c'est quand même un groupe. C'est combien de clients ? De presque 3000. Ouais, donc ça commence à devenir un peu sérieux. Tu l'as dit, je ne vais pas trop poser la question. Vraiment une offre complète, y compris de l'immobilier. Exactement. La gestion de patrimoine, ce n'est pas toujours le cas.
Beaucoup de nos confrères n'ont pas forcément cette culture, donc c'est bien de le rappeler. Ta philosophie, on a trouvé ça, je rends toujours hommage à Lucas qui fait les contenus. Nous traitons nos clients comme des membres de notre famille. Alors ça, c'est une phrase, on le évidemment. partage pas trop pourtant. Tu vois. Je sais pas comment il a fait trouver il est cette bon, info. C'est une intelligence non artificielle, mais il est bon. C'est un petit tableau qu'il y a chez nous, que je partage pas. Pourquoi ? Parce que je trouve que cette phrase, elle dégouline un peu. Elle fait, oui, je traite un client comme un c'est une porte ouverte. Voilà, exactement. Évidemment. Donc en revanche, c'est ce que je dis en interne à mes collaborateurs. Je leur dis, parce que parfois ils me disent, ouais, voilà, mais sur ce produit-là, tu vois, il y a tant de marge, machin, ou la SCP a distribué un petit peu plus. Je fais, mais si c'est ta mère, tu ferais comme ça ? Non, tu recommences, en fait. Parce que ton client, aujourd'hui, c'est lui qui te permet de vivre, c'est lui qui te permet d'avoir ton salaire à la fin du mois, etc. Donc, on va essayer de bien faire les choses. Et donc, on essaye toujours, la promesse, c'est un petit peu de faire de notre mieux. Avec les moyens qu'on nous a confiés. Si on a confié 100 000, on fait de notre mieux avec les 100 000. Si on a confié 500 000, on fait de notre mieux. Si on a confié 10 millions, on fait de notre mieux. Et dans tous les cas, on va essayer de diversifier, de faire multipoche, etc., de traiter le client de la même manière. On ne prend plus en dessous de 100 000 aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est un vrai coût pour nous. Réglementaire, etc., c'est trop lourd. Je le comprends, ça me rend fou, mais je le comprends. Et ça me fait de la peine. Mais c'est terrible. C'est qu'en fait, les pouvoirs ont voulu mettre en place des garde-fous qui éliminent en fait des gens qui avaient besoin finalement de nous. Mais comme mes actionnaires, mes nouveaux actionnaires, dont on va parler probablement après, ils tiennent, on va faire une plateforme pour pouvoir répondre à tout le monde et essayer de donner le meilleur au regard de tout le monde. C'est ça qui est bien quand vous avez un invité comme Joachim, c'est qu'en plus, il fait les transitions à ma place. Donc justement, il y a eu une actu en 2025 et qui s'est concrétisée en 2026. Oui. Le capital a bougé. Tu peux nous en parler un peu ? Là, on est rentré dans une phase, tu parlais du petit creux qu'il y a eu à un moment donné autour du Covid, etc. Le modèle s'est remis en place, redémarrage. Là, tu grossis clairement. Là, on est redescendu à 3 millions de chiffre d'affaires, puis on a fait 4, 5, 6, 8. Donc on est reparti sur là, on est à 8 millions l'année dernière. Effectivement, on a développé nos encours. Les encours conseillés sont supérieurs à 1 milliard d'euros. Si on prend tout ce qu'on a investi l'année dernière pour nos croissance clients, organique, je le rappelle. Ça, c'est hyper important. En new cash l'année dernière, en tout ce qu'on a investi pour les clients en immobilier, financier, etc., on a investi 250 millions de nouveaux cash pour les clients, ce qui fait beaucoup. Et là, on commençait à avoir un problème d'organisation, d'une part, de se dire il faut qu'on change de dimension. On a eu un contrôle AMF aussi qui a duré 2 ans, 1 an et demi. Toujours agréable. Quand même, oui, mais après, ils ont raison dans ce qu'ils nous ont dit. Ils ont raison. Et c'était assez binaire, mais en tout cas, j'ai compris. Et aujourd'hui, on a mis en place tout ce qu'ils nous ont dit pour faire actionner. Et on a le RCCI, on a le back office, le middle, les points de vérification, etc. Mais c'est une lourdeur qui est importante. Et les collaborateurs, c'est vrai que c'est eux qui en souffraient le plus en termes de temps. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de rendre, en tout cas, plus absorbable pour eux. Et avec tout ça, on s'est dit, et puis il y avait mes associés aussi qui se disaient, ça fait quand même 11-12 ans qu'on est là, il faudrait qu'on monétise un peu. C'est très honnête. Exactement. Et donc, on a eu des approches extérieures qui étaient non désirées au début. C'est-à-dire qu'on a eu plein de demandes. Est-ce que vous êtes... à vendre, déjà on n'est pas à vendre, j'aime pas ce mot moi, mais en tout cas on est... voilà. Et on a failli aller vers un cabinet qui s'est approché de nous, mais on s'est dit c'est pas notre histoire, c'est leur histoire à eux, là, donc on va rentrer dans un vrai process. Et là, on s'est fait accompagner par nos excellents partenaires de l'opération. C'était le cabinet d'avocats CapInsight et Price qui nous a accompagnés sur la partie M&A. Et on a eu 17 LOI et on a eu 6 ou 7 offres, je ne sais plus. Et là, on a eu le choix avec des cabinets de gestion de patrimoine, des fonds d'investissement, etc. Et on a choisi Magnolia parce que on les connaissait depuis 20 ans. Moi, je le connais, le patron de Magnolia. Quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue. Il a une équipe une équipe jeune et dynamique qui est pleine de ressources et pleine de valeurs, qui a compris qu'il fallait prendre le virage de l'intelligence artificielle. Et après, il y a Malakoff derrière, qui est la mutuelle, qui est là avec une vision. Ils nous ont dit qu'un truc quand on a fait le closing. Qui est la maison mère de Magnolia aujourd'hui. Ouais. Ils nous ont dit qu'un truc pour l'instant, c'est traiter bien vos clients et continuer de bien faire le job. C'est quand même extraordinaire. Non, mais ce qui s'inscrit fondamentalement dans la philosophie. Mettez pas trop de marge, pas trop de trucs. Mais nous, c'est justement ce qu'on fait pas aujourd'hui. Ouais. Mais quand tu fais rentrer un fonds, c'est le truc aussi que j'étais pas trop fan. Moi, c'est l'escalade. Et vas-y, je vais faire plus de structuré, plus de marge, et je vais créer ma société de gestion et je vais perdre mon ADN et je vais devenir une petite banque en fait. Et aujourd'hui, moi, ce que je préfère, c'est vraiment continuer à conserver
l'ADN qui fait que les devises de Cheval Blanc, c'est le sur-mesure à notre standard, la première, et le sur-mesure, ça doit continuer à rester notre standard. Pour ça, il faut qu'on reste avec notre liberté. C'est notre arme absolue, notre liberté. Et la deuxième, il y en a deux, c'est la vraie valeur, c'est l'humain, donc on continue de capitaliser sur l'humain, et c'est faire passer les histoires de vie avant les histoires d'argent, parce que chaque client, tu te rends compte qu'il a une vraie histoire avec son argent. Mais tu l'embarques en fait. Et bien sûr, son cadre de référence. Bien sûr. Tu l'as eu aussi, le client, j'ai beaucoup d'argent à vous confier, j'ai 30 000 euros, et puis l'autre, j'ai un peu d'argent à vous confier, c'est 3,8 millions, tu vois. Et en fait, oui, je vais faire un test avec vous, je vais vous confier 1 million. Nous, on a eu ça. Voilà. C'était mais oui, très drôle. bien sûr. Au début, sûr. en plus, on n'était pas habitués, on a failli faire un arrêt cardiaque. Le cadre de référence, c'est ça, effectivement. La carte et le territoire, on n'a pas la même lecture, en fait. Et du coup, on a aujourd'hui cet actionnariat qui à la fois est fort, nous donne des moyens de nous développer et hyper rassurant dans le monde qui se digitalise. Ce qui fait le plus peur, c'est quand même de se faire escroquer, d'avoir le cabinet en ligne qui part avec tes capitaux, puis des histoires, il y en a une nouvelle tous les 2 jours à peu près. Là, on a Malakoff derrière. Et donc là, il y a eu, comme tu disais, rachat de parts de certains associés. Ouais. Et il y a eu aussi apport de trésorerie et de cash pour des projets futurs. On avait beaucoup de cash. Ouais. En fait, on a bien géré la société, 0 dette. J'ai bien le ton. Mais l'organique, non, mais après, c'est parce que... Non, mais pour ton développement de plateforme, tu vois, l'organique, ça coûte cher aussi. Oui, mais pour l'instant, vraiment, tu vois, avec mon associé, on a géré les choses. Ouais. On n'est pas des consommateurs d'argent, quoi, tu vois. Alors un peu quand même, mais on n'a pas été des gourmands. Quand tu dis mon associé, tu penses à Alexis ? Alexis, ouais. Jonathan, mon frère, lui, il était dormant, et donc on n'avait pas besoin d'argent, et donc on a fait après la petite peur qu'on a eue pendant le Covid, il y a eu un réflexe de papa, quoi. C'est de se dire, moi, je veux avoir 2 ans de BFR devant moi. Et puis le jour où on vend, ils nous ont regardé, ils ont fait, attends, les dettes et tout, mais il n'y a pas de dette, et la trésor là, vous avez autant que ça, oui, bah voilà, et tous les salaires sont payés le 28 du mois, et puis si on veut racheter un site, développer et mettre 400 000 euros sur un projet, on réfléchissait pas, quoi. Et ça, c'était quand même super confortable, évidemment. Et parce qu'on avait la marge, mais après, encore une fois, on dépensait on rentrait 2, quoi. Non, mais après, toi qui es un spécialiste et qui le sais, parce que tu l'as conseillé à des clients, j'imagine, c'est une question de tournure d'esprit de l'entrepreneur. Il y a l'entrepreneur qui s'endette et qui va faire des coups, j'allais dire, mais qui fait des bons grâce à l'endettement, et puis il y a l'entrepreneur qui thésaurise et qui va en fait développer son entreprise avec une vision long terme. Toi, ton idée, c'est d'être là pendant 30 ans, quoi. Et après, jusque-là, il y a quand même le passé a donné raison à ceux qui se sont endettés lourdement. Là, dans certains de mes confrères, il y en a qui ont bien réussi. Ouais. Il y en a aussi qui se sont pris de sacrés croche-pattes, je pense. Et qui ont du mal à se relever. Mais ceux qui ont consolidé le marché... Alors moi, je veux voir ce que ça va donner là quand même. Parce que notamment tous ceux qui ont des portefeuilles de 50% de structurés, tant que le marché allait, ça va. Quand ils vont rester tankés pendant 10 ans et qu'il n'y aura plus le rolling des structurés tous les ans pour leur faire 30-40% de leur marge, on va voir comment ça va se passer. Non, mais après, je pense, et on en a parlé, on parlait tout à l'heure de Meyer et de Cyrus, c'est toujours la vision. La vision, en fait, elle est très court-termiste. Tu achètes un portefeuille, tu réhabilles de structurer, c'est parce que tu sais que tu vas revendre à un moment donné assez vite. Cyrus, c'est pas ça, je crois. Justement, Cyrus, c'est l'inverse. Cyrus, c'est une comme vision nous, un peu. À long terme. Meyer, il est là depuis 25 ans et je pense qu'il sera encore là, même en vision éloignée. C'est une vision. C'est la vision long terme. C'est est-ce que tu veux rester patron de Cheval Blanc pendant 30 ans ou est-ce que tu veux faire Cheval Blanc 5 ans ou 10 ans seulement? C'est juste la question, quoi. Ça dépendra aussi de mes associés. Parce qu'à un moment donné, ils voudront... les mutualistes sont là aussi pour reprendre le capital. Et voilà, mais oui, Meyer, c'est un exemple. Mais tu peux changer d'associé. C'est le but du jeu. Oui. Tu peux trouver un autre associé d'une envergure peut-être plus importante. On l'a vu sur... dur, là, quand même. Ouais, c'est vrai que après, il faut qu'il le... si, il y a BlackRock. Oui, c'est ça. Je te le souhaite, Joachim. Allez, super, parfait. On va faire une petite mini-séquence. Je vais te faire retourner la roue, évidemment. Allez, on va tourner la roue, Joachim. Attention, on est déjà tombé sur le rouge tout à l'heure. Le violet. Alors, violet. Avec mon anglais, The Big Three. Donc évidemment, on répond spontanément, assez rapidement, si possible sans réfléchir. Je sais que c'est compliqué pour toi, mais les 3 qualités d'un très bon CGP. L'intégrité, l'intelligence et l'énergie. Très bien. Les 3 erreurs qui coûtent le plus cher à un client patrimonial. Investir dans les choses qu'il ne comprend pas, ne pas diversifier et procrastiner. Très bien, ça, procrastiner. Bon. 3 sujets que tous les cabinets devraient mieux maîtriser. Alors attention, on va se faire des copains. L'architecture ouverte, la vraie, je veux dire, la vision stratégique et le digital, bien sûr.
Ouais, évidemment, ça c'est. 3 choses que tu regardes avant de recruter quelqu'un. Ça, c'est important pour ceux qui vont postuler. Exactement. Je disais, j'adore cette phrase de Warren Buffett qui donne les 3 qualités que je te donnais tout à l'heure. Quand vous recrutez quelqu'un, veillez à recruter quelqu'un d'intelligent, avec de l'énergie et intègre. Et s'il n'a pas la 3e qualité, avec les 2 premières, il vous tuera. Ouais. Donc, quelqu'un d'intelligent, d'énergique et d'intègre, bien sûr. Et le recrutement, c'est vraiment clé parce que moi, c'est vraiment le truc qui m'a un petit peu... Je pense que c'est le truc qui nous touche tous et qui nous blesse tous. Ouais, très, très La loyauté compliqué. Professionnelle, en tout cas, Exactement. est compliquée. Je suis assez d'accord. Les 3 produits ou classes d'actifs que les clients comprennent le moins avec l'expérience. Je pense les produits structurés. Je dirais... le private equity et les cryptoactifs. Voilà. Ok. Les 3 indicateurs que tu suis pour piloter Cheval Blanc. Donc, tu disais les marchés. J'ai plein de KPI. Non, et pour piloter Cheval Blanc, je suis l'activité, le nombre de rendez-vous que font mes collaborateurs, les encours et la marge. Quoi. Si je pilote, je parle de piloter Cheval Blanc. Ok, ouais. Non, mais très bien. Alors là, c'est plus compliqué. 3 personnes qui t'ont marqué dans ton parcours. Bah, t'en as parlé, Meir Azoghi, c'est un goat de la gestion de patrimoine, lui, hein, attention. Non mais vraiment, hein, on ne pèse pas à quel point le gars, c'est une vision, et puis il y a 20 ans, il l'avait déjà. En gestion de patrimoine, donc je te dis... En gestion de patrimoine, hein. Dans ton parcours. Ah, dans mon parcours. Ouais. Il y en a tellement, en fait. Hein. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Mais je pense que je dirais quand même Meir Azoghi, je dirais David Brulliard, c'est le premier boss qui m'a fait confiance chez Cortal Consors. Il y a un mec qui m'a vraiment fait conscience que j'avais des capacités. Et après, je vais te dire mes associés aujourd'hui parce qu'ils ont vraiment confiance en moi et que c'est super confortable d'avoir des associés de confiance. Oui, je connais. Ça, c'est un truc. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Tout à fait. Alors, un peu plus perso, 3 habitudes qui t'aident à tenir le rythme. Je pense que c'est d'être régulier. Moi, je suis régulier, même quand j'ai pas envie, je fais. De savoir souffler et couper de temps en temps, même si c'est de plus en plus dur, mais surtout avec mes enfants, de prendre de la hauteur et surtout d'être passionné aussi. Ouais. Je suis vraiment passionné. Moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe, tu vois. C'est-à-dire, j'ai besoin de comprendre, de passer du temps à emmagasiner les choses. Ça, c'est presque une habitude intrinsèque à ta personnalité. Ouais. Tu te l'imposes même pas, presque. Non, ouais, c'est vrai. Ok. Ouais. Non, mais très bien. Et alors, pour finir, 3 choses qui te rendent fier chez Cheval Blanc. D'avoir conservé notre ADN, la liberté, d'avoir toujours... Vraiment, je pense que c'est la seule, c'est d'avoir respecté notre feuille de route et de ne pas avoir changé de direction en cours. Et c'est pas si facile que ça parce que on parlait beaucoup des structurés. Moi, j'y croyais pas pendant un moment aux structurés, tu vois, parce que je me disais, il n'y avait pas de taux, il n'y avait pas de marge, etc. Et donc, la seule marge qu'il y avait, c'était celle du CGP à un moment donné. Et on n'a pas fait du tout. Donc, tu vois, à ce moment-là, on a fait des allocations équilibrées. Et quand tu regardes, à la fin de l'histoire, elles sont plus performantes que le portefeuille de structuré. Ouais. Et donc, de ne pas avoir sacrifié nos clients pour atteindre nos objectifs. Justement, on va en parler. Merci pour cette mini-séquence. On va parler aux convictions. Et alors, c'est marrant parce que là aussi, j'ai des questions sur ces convictions et tu viens de toucher du doigt ce que je voulais te poser comme question. Allez, merci pour cette mini-séquence. On va justement, je rebondis sur les convictions. Parce que comme tu le disais, d'abord parce que tu les affiches sur les réseaux sociaux. Et puis, on a compris que tu es assez transparent. Je te remercie d'ailleurs parce que ça, c'est plutôt agréable. On va parler un peu de la profession, dans tes convictions sur la profession. Tu as parlé du côté très attentif sur la qualité. Il y a un moment donné, tu as un peu dénoncé la notion de vendeur. Tu trouves encore qu'il y a aujourd'hui peut-être encore trop de CGP qui sont monoproduits ou très orientés et qui, on va se le dire objectivement, regardent un peu trop la marge. Pour moi, justement, c'est pas un CGP, c'est un vendeur. Ouais, d'accord. Celui qui a qu'un produit, c'est un vendeur. Celui qui fait que de SCPI, tu peux pas aller vers un client lui dire ouais, il faut que vous achetiez des SCPI. Non, c'est quelle est votre situation, la stratégie, la diversification. On va faire un peu de SCPI, un peu d'immobilier, un peu d'assurance vie, un peu de private equity, un peu d'or, j'en sais rien, un peu de la globalité. De ce que tu veux. Une bonne diversification de patrimoine avec une vision claire et avec quelque chose d'équilibré. Ce que je ferais pour moi. Moi, j'ai pas de mal avec mes clients qui me le demandent de leur montrer ce que je fais quand un client. Bien sûr, le portefeuille que j'ai constitué pour ma fille, etc. J'ai vraiment zéro sujet à le faire. En revanche, dire à chaque fois que ta solution, c'est la solution magique, c'est pas possible. Tu vois, il faut faire les choses dans l'ordre. Je pense que c'est la seule et bonne, unique méthode pour voir un bon CGP. Le bon CGP, il doit faire ton bilan patrimonial. Il doit définir une stratégie.
il doit challenger les solutions et te proposer un éventail de produits suffisant pour que ton portefeuille puisse traverser la tempête, quoi, tu vois. Non, mais ça va parler à nos confrères qui nous regardent ou qui nous écoutent, évidemment. Les confrères, il y en a beaucoup qui font bien le métier quand même. Alors, beaucoup. Justement, j'allais rebondir là-dessus, parce que c'est pas une conviction, mais tu as un point de vue que tu exprimes qui est un peu à contre-courant, on va dire ça comme ça. Prenons la classe active des produits structurés. Tu sais que même si les CGP ne sont pas des vendeurs, on en connaît plein de biens, il y a une tendance dans notre métier depuis toujours, il y a un consensus régulier, selon les modes, entre guillemets, qui se met en place, et j'ai envie de dire presque inconsciemment. Les CGP, à une époque, c'était les fonds patrimoniaux, après ça a été le private equity immobilier. Là, en ce moment, c'est le produit structuré. Donc même si ce ne sont pas forcément des vendeurs, on sait qu'il y a de la marge, on sait qu'il y a des rémunérations. Je ne doute pas une seule seconde que les CGP n'y soient que pour l'argent. Ils y sont aussi parce qu'ils ont une vraie conviction. Toi, tu ne comprends pas forcément l'engouement autour de ça. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bizarrement, la conviction disparaît quand les marges s'effondrent. Non, mais bon, ça c'est une vérité aussi. Ça, c'est une vérité qui me plaît un petit peu moins dans l'histoire. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que moi, je trouve qu'on a un mauvais réflexe qui a été pris avec deux types de produits. C'est les ETF et les structurés. Moi, j'ai plein d'ETF dans les portefeuilles. Mais se dire, je vais faire que des ETF, ça marche bien. Là, tu prends l'ETF sur le Nasdaq sur les 5 dernières années, c'est un TRI de 20%. Ouais. C'est colossal. Et tu vas dire, c'est facile, puisque depuis les 5-10 dernières années... Simple en plus. Exactement. Depuis les 10 dernières années, il se passe quoi ? On a le marché, c'est une fusée. Il monte. Il y a bien un moment où il va se cracher un petit bout. Dans l'histoire, et c'est toujours craché à un moment donné, tu ne monteras pas jusqu'au ciel. Ça va forcément ralentir, etc. Là, il se passe qu'avec les structurés, c'est à la mode depuis quelques années. Pourquoi ? Parce que tu avais les garanties de capital à long terme, ça rassure le client, puis tu peux faire des promesses quand les marchés montent avec des autocalls simples. C'est-à-dire, j'achète le CAC 40, je dis je regarde l'année prochaine, s'il est au niveau initial ou le même, s'il a fait plus 15, je prends 7, s'il a fait plus 1, je prends 7, s'il a fait moins 2, je regarderai l'année d'après, et puis etc. etc. Donc ça, c'est l'autocall simple, qui est le produit le plus répandu chez CGP, qui n'est pas un mauvais produit. Aujourd'hui, moi je trouve que c'est un petit miracle déjà qu'il se roll tous les ans comme ça, ou qu'il se roll 2 fois par an même. Et quand tu fais ce produit pour ton client, il y a quand même des upfronts qui sont de... Allez, chez les très très gentils, 4%. Chez les autres, ceux qui font des produits complexes, tu montes, je ne parle pas des affaires Léontech et tout, qui sont montés à 20%, quoi, mais à 10, 9, 10, 8, 9, 10%. D'accord ? Après, tu as les bons, je ne sais pas, Cyrus, qui est un desk de produits structurés, qui fait des marges tout à fait raisonnables, etc. Et là, tu te dis qu'il y a des portefeuilles dans lesquels il y a 60-70% de structuré. Ouais, c'est l'exposition qui devient un problème. L'exposition devient un vrai problème, puisqu'on peut en faire un peu de structuré, on en fait un petit peu. La dernière, on a fait 1, je crois, et je crois qu'on a fait 3 ou 4 dans l'histoire de Cheval Blanc, sur des opportunités de marché. Là, ton produit, c'est-à-dire que si le CAC 40 baisse, il va se passer quoi ? Il va se passer que ton client, il n'aura pas son coupon, mais il aura peut-être l'année d'après. Mais en attendant, tu vois, si tu arrives dans un scénario à la 2008, ton client, il va être loqué sur son produit structuré pendant 5-6 ans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour le cabinet qui a une valorisation élevée parce qu'il avait une rémunération récurrente, etc. C'est compliqué. Je trouve qu'il y a quand même un petit sujet de... Je peux faire mieux avec moins en étant liquide. Ouais. Et à partir de là, c'est pas ce que je ferais pour moi. Non, mais c'est une conviction. La vraie conviction que tu as, c'est la liquidité. Ouais, c'est le côté. Il y a des produits quand même pourris. Il y a quand même des produits bien. Non, mais beaucoup. Non, mais c'est comme tout. Je rebondis sur ça. On parlait de l'immobilier neuf. Tu fais partie des gens. J'en fais partie parce que moi, je viens de l'immobilier à la base, où j'ai toujours défendu l'immobilier neuf, alors que très clairement, on sait qu'il y a des acteurs qui ont fait n'importe quoi. On a tous connu des accidents parce que l'immobilier a quand même pris quelques plombs dans l'aile en 2022, en particulier avec la hausse des taux, etc. Donc, tu défends aussi ce truc-là, mais toujours sur le même principe. C'est qu'il faut bien choisir en fait, le constructeur, le promoteur. Il ne faut pas être trop gourmand sur les marges, évidemment. Sinon, ça cache quelque chose, forcément. Je défends la gestion de patrimoine, en fait. Ouais. Et dans la gestion de patrimoine, il y a l'immobilier ancien, il y a l'immobilier neuf, il y a l'immobilier géré, il y a les produits structurés, il y a les SCPI, il y a, je sais pas moi, l'ETF, le fonds, le private equity, etc. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, j'aime l'immobilier ? Oui, je trouve que c'est anormal de ne pas se servir de sa capacité d'endettement. C'est quand même un levier qui est génial. Tu gagnes de l'argent avec l'argent des autres. Exactement. Et quand tu fais une opération à peu près correcte, ça battra toujours celui qui n'a rien fait. Déjà. Le temps joue pour toi. On dit
qu'il ne faut pas attendre pour acheter de l'immobilier, mais acheter de l'immobilier à attendre. Moi, je suis plutôt de cette école-là. C'est marrant, j'adore cette phrase. Ouais, elle est vraiment bien parce qu'elle veut dire beaucoup de choses. Ouais. Et aujourd'hui, tu peux faire de l'immobilier cohérent, surtout que c'est une classe d'actifs qui est quand même ultra stable. Même si on dit ça bouge, ça secoue, mais attends, quand ça secoue, ça perd 3%, 4%. Tu vois, quand tu es dans les bons coins, dans les bonnes villes, en plus, tu peux faire une analyse ultra fine de ton marché. Dire dans l'immobilier, pas comme dans une action, dans l'immobilier, tu peux te dire j'achète dans telle ville, dans tel quartier, le niveau de revenu moyen avec l'INSEE, c'est tant, le départ, le turnover, c'est tant. Les outils d'analyse sont devenus en plus hyper pertinents. Redoutables. Il y a un métro qui arrive, etc. C'est extraordinaire. Écoute, voilà, mon taux de défaut étant, je peux couvrir mon risque avec une assurance, ça rentre dans le truc. C'est plus simple de lire qu'un bilan d'entreprise, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Worst case, mon prix, mon TRI, ça va être, je sais pas, 7%. Oh ouais, 7% de TRI avec le crédit, c'est pas beaucoup. Oui, mais sur 10 ans, ça double les capitaux. Et puis en plus, tu le fais en empruntant de l'argent que tu n'as pas. Ok, bon bah go, on y va, tu vois. Et après, le truc, c'est que là-dedans, encore une fois, il y a eu un problème avec les CGP, ou pas que les CGP d'ailleurs, avec les promoteurs, les vendeurs, etc. C'est que l'immobilier neuf, plus c'était pourri, mieux c'était payé. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y avait une prime à la mauvaise qualité. À un moment donné, quand la loi passe, je me souviens que je fais un des posts sur la ligne que je regrette un peu. Voilà. Alors, tu m'as demandé tout à l'heure. Pas que je regrette, mais j'aurais dû y aller moins fort. C'était la loi qui disait, dans l'immobilier neuf, on va plafonner les commissions à 10%, hors taxe. Montgolfier. Exactement. Ouais. Et là, je me dis 10%. 68. 10%. Et je regarde avec Alexis, on était là, mais comment ça, mais nous on touchait du 2-3%. Ouais, on faisait du Montreuil avec comment il s'appelle, le nom m'échappe, où on faisait même des programmes où on était payé 0%. Ouais. Quand on faisait avec Franco-Suisse, on se faisait payer par le client, on disait donnez-nous 2% d'honoraires, mais le truc est canon, on va y aller, quoi. Et après, il y a des trucs sur lesquels on est payé 5-6% parfois. Ouais. Mais c'est parce que c'est la moyenne plutôt logique, proche de l'agent immobilier, en fait, en vrai. Exactement. Et là, quand tu dis ça, je me disais, mais c'est pas possible. Et en fait, tu avais des cabinets qui étaient des mecs, ils étaient 200 et ils vendaient les trucs à 14-15%. Et aujourd'hui, ils se prennent les procès, des class actions, etc. Mais il se passait quoi? Il se passait qu'à ce moment-là, tu achetais effectivement ton produit 20-30% trop cher. Ouais. Mais quand tu fais une analyse de marché où en plus aujourd'hui, tu as accès à des VF pour voir combien tu achètes par rapport au prix notarié. Personne ne peut te raconter la messe. Si tu prends un petit peu le temps de comprendre ce dans quoi tu investis, tu fais un crédit avec un taux fixe, donc tu as un cash flow que tu connais. Si tu as un risque, tu prends une assurance, je sais pas, moi chez AXA, chez Swiss Life, il n'y a plus de risque. Ouais. Tu achètes un flux connu, une construction de patrimoine pour l'avenir, et en plus, tu couvres un risque de décès avec tes enfants avec une prévoyance. C'est magique, le truc. Oui, il ne faut pas oublier que l'immobilier sera toujours là. Oui, c'est tangible. Même si le marché bouge et que ce n'est pas le bon moment, il est là. Exactement. C'est un client qui m'avait dit ça il y a 15 ou 20 ans. Ouais. Contrairement à une action où la boîte peut fondre les plombs et tu te retrouves avec zéro, voire même avec des dettes parfois. L'immobilier, il est là. Quoi qu'il arrive, tu peux l'habiter, tu peux y faire habiter ta fille, ton fils, ton cousin. C'est tangible. Et à la fin, tu vois qu'il y a des clients qui ont fait beaucoup d'immobilier il y a 10-15 ans. Et les autres disent, ah ouais, moi, le machin truc, le Sillé, le Pinel, le machin, le déficit foncier. Et à la fin, il y en a qui ont monté 1 million, 1,5 million de patrimoine. Et parce que ça va vite, ça fait boule de neige. Il y a le côté exponentiel. Et donc, oui, je peux être prudent quand même. Bien sûr. C'est pas simple. Bien sûr. Non, mais on voit des influenceurs sur les réseaux en ce moment qui expliquent qu'on peut devenir millionnaire facilement avec l'immobilier. Ça reste un métier très pointu, etc. Voilà. Non, même en France, mais marchand de biens ne s'improvise pas. Voilà, c'est des années d'expertise aussi, ce que tu expliquais là. Exactement. Mais tu sais, il y a une règle à laquelle on tient très très fort chez Cheval Blanc Patrimoine. Et c'est toujours une phrase de Warren Buffett encore, c'est il faut faire que des choses qu'on comprend. À partir de là, nous on investit que dans des biens immobiliers qu'on est capable d'aller voir de nos propres yeux. Tu le sais très bien que dans un même arrondissement à Paris, en fonction de la rue, de l'exposition, du truc, de la boutique qu'il y a en bas, ton immobilier peut avoir un prix différent. En fonction du métro, en fonction du machin. Donc, il faut être capable d'aller l'analyser de près et de vérifier dans quoi tu investis. Et nous, nos clients, quand on les a investis, c'était qu'en Ile-de-France ou à Bordeaux, parce qu'on était en Ile-de-France ou à Bordeaux, et on se rendait sur place, on regardait le terrain, on regardait le programme. Palper, etc. Et exactement. Et tu peux quand même avoir plus de certitude et te dire il faut prendre un petit peu de risque, mais avec un maximum de précaution. Et ben là, tu construis ton truc, tu essaies de comprendre. Après, c'est de ta faute. Si tu te plantes et si tu achètes le truc entre la décharge et le métro, c'est sûr que... Non, puis maîtriser les risques n'existe pas. Toi, tu maîtrises les incertitudes. C'est-à-dire que tu essaies de calculer qu'est-ce qui peut arriver.
Tu peux pas protéger que ça n'arrive pas. Regarde ce qui s'est passé en 2022, on s'y attendait pas. Ce qui se passe en ce moment avec le pétrole, on s'y attendait pas. Je suis d'accord avec toi. Mais si tu es diversifié, ton risque, il est quand même absorbé en partie par la masse. Parce que, regarde, nous, il y a 2-3 ans, on avait de l'or en portefeuille. Et tu sais ce qu'on s'est dit? On s'est dit, faut qu'on sorte l'or. Tu vois. Et en fait, on a dit non, allez, viens, on laisse. Il y a 4-5% dans les portefeuilles parce qu'on y croyait fort à un moment donné. Il y avait Ray Dalio et Bill Ackman, deux gros investisseurs, Bridgewater et Pershing Square, qui étaient sur l'or. Ouais. Et en fait, je me disais, allez, on y va aussi, tu vois, en analysant les rapports des multifamily office mondiaux. Là. Et c'est un tel bonbon dans nos portefeuilles aujourd'hui. Ouais. Oh, et les mines, c'est encore mieux, parce qu'il y a un spread énorme entre l'or pur et le coût de l'extraction. On a pris le certificat or. On n'avait pas pris les mines, hélas. Mais les fonds miniers, c'était encore mieux. Mais c'était intéressant à expliquer aux clients que le coût d'extraction est le même, mais la valeur de l'or a pris une telle valeur que la marge va être énorme, et avec un décalage en plus. Donc même si l'or rebaisse, c'est très intéressant. On va finir par une troisième mini-séquence, puis après on conclura, parce que le temps passe vite quand même. Oui. Allez, dernière mini-séquence, on retourne la roue, donc on évite le rouge et le violet. Je te fais retourner un petit coup. Et là, ça va tomber sur le violet. Bleu. Alors, c'est le bleu. Hop. Très bien. Et pour finir, c'est la mini-séquence 3. Alors là, je te débute une phrase et tu la termines, si possible, avec spontanéité. On va redire des choses qu'on a déjà dit, mais ça résume un peu et ça tombe très bien pour cette fin de track record. Un bon CGP, c'est quelqu'un qui fait le métier avec amour. Un mauvais conseil patrimonial, c'est souvent celui qui va du produit au client. Ou les banques. Ce que les clients ne comprennent pas assez, c'est qu'il faut agir, il faut agir. C'est très bien. Le meilleur investissement d'un cabinet, c'est les humains, ses équipes. Ce que je ne supporte pas dans notre métier, c'est le manque d'honnêteté. Le jour où j'ai compris qu'on avait changé de dimension avec Cheval Blanc, c'est... J'ai toujours pas compris, en fait, je pense. Non, mais c'est bien, parce que ça me permet de continuer. Alors là, ça me plaît, ça m'intéresse beaucoup d'avoir cette info. LinkedIn m'a appris que les réseaux sociaux sont ultra puissants. Ouais, très clairement. Le plus dur quand on dirige un cabinet, c'est la gestion des humains. Ouais. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Dans le bon sens, dans le mauvais sens, mais la gestion des humains. Ouais. Le plus beau compliment d'un client, c'est de nous envoyer une recommandation, je trouve, de nous faire confiance, de nous recommander à ses proches. Finalement, c'est assez juste, c'est assez cohérent. Si je devais recommencer Cheval Blanc, je ferais attention à bien m'associer dès le début. Ce qui n'a pas été le cas, si. On a eu un accident avec un associé quand même. Ça a fait mal, ça. Parce que ce qui est le plus dans la trahison, c'est qu'elle ne vient pas de l'ennemi. Ouais. Et donc c'est vrai que quand tu te prends un coup que tu n'attendais pas, c'est difficile. Je comprends. Très bien. Difficile. Merci beaucoup. Avec On passe à la conclusion. Ouais. Allez. Joachim, j'ai passé un bon moment. Moi, j'ai pas envie que ça s'arrête, mais il faut conclure. Alors là, je vais te poser des questions un peu plus perso. Je ne sais pas si c'est des moyens que tu as pour justement sortir un peu de ton quotidien et de tes rituels dont tu parlais, des habitudes. Si tu as un livre à recommander en ce moment, pas forcément le livre de ta vie, mais si tu penses à un livre en ce moment à recommander à nos confrères, à tout le monde. 2 trucs. Un livre, Ne coupez jamais la poire en deux, de Chris Voss. C'est un livre qui est assez extraordinaire, qui t'explique justement... c'est l'histoire d'un négociateur du FBI qui veut, à la fin de sa carrière, aller prendre des cours pour devenir négociateur dans la vraie vie, faire de la vente. Et il va à Harvard et il prend les cours. Et en fait, au bout de 2-3 cours, les professeurs ils disent « c'est toi le prof ». Et savoir comme ça, c'est une histoire vraie. Et c'est devenu un des plus grands vendeurs de la planète. Tu vois, une espèce de, il est vraiment très très fort. Et après, moi, je lis One Piece depuis 25 ans. Et donc, j'attends le prochain tome à chaque fois. D'accord. Mais One Piece, ça t'apprend plein de choses. Il gagne jamais tout seul. Et ça, c'est la principale leçon. Il gagne toujours en équipe, quoi. C'est l'histoire de l'équipage. Très bien, merci. Petite question, alors ça c'est une question un peu rituelle que je pose à pas mal d'invités. Justement, un invité que tu recommanderais, qui on devrait inviter selon toi pour ce format, maintenant que tu l'as vécu? Est-ce que tu vois des gens dans la profession qui intéresseraient l'audience, qui est plutôt CGP, banque privée, etc. de Lyon Invest? Tellement. Je sais pas. Hier c'est fait déjà. Ouais, mais hier c'est fait. Mais je pense une femme peut-être
Sandrine Genette, Cara Capital, tu la Très connais? bien. Non, je la connais pas. Bah, extraordinaire Non, mais on prend gestionnaire de note. patrimoine. Ah ouais, ok. Ah ouais, vraiment, vraiment. Je pense que Donc, consoeur à nous. Ah ouais, puis elle est très forte. Super. Vraiment, c'est quelqu'un qui est extraordinaire dans son mindset, dans son approche humaine de la gestion de patrimoine, dans la qualité de son travail. Tu vois, pourtant, c'est une consoeur, tu vois. Mais, concurrente. et voilà, mais ouais, une concurrente, mais plutôt une consoeur, j'ai envie de te dire. Et voilà, donc Okay, elle est très bien. Et après, non, mais t'en as. Oui, c'est vrai que Meyer, j'aime bien aussi. Et voilà. Et Meyer, c'est déjà fait. Oui. C'est très bien. Bon, je vais te poser la question, mais je connais un peu la réponse. Un podcast ou un réseau social incontournable aujourd'hui? Légende. Légende. Ouais. Très bien. On aime tous Légende. Je pense que c'est un format qui est génial. Alors, le meilleur conseil qu'on t'ait donné, au final, et là, c'est perso, pro, tout réuni. Tu penses, si tu dois en citer un, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné? Il y en a un qui retentit fort, c'est quand même, je sais pas, ma mère, elle me disait à des moments où j'avais des doutes, elle me dit, mais relève-toi, mon fils, il n'y a pas de place pour les faibles dans la vie. Tu vois, et vraiment, c'était dur et à la fois tellement dur. plein d'amour Ouais. de te dire qu'il faut que tu sois assez fort pour accompagner ceux que tu as envie d'accompagner. Et la première des choses, c'est d'être fort toi-même quoi, et de bien faire les choses. Donc, je pense que ce serait ce conseil-là. Et puis aussi de jamais remettre au lendemain et d'agir. Ça, on m'a toujours dit, vas-y, agis. Parce que tu sais, entre ceux qui ont la bonne idée en mangeant un paquet de chips dans le canapé et ceux qui montent la société et qui mettent l'énergie et qui font le premier pas, puis le deuxième, puis les pas de géant, il y a quand même un monde entre ces deux-là. Je t'invite à regarder l'interview de Rafael Nadal. Oui. On lui pose une question et il répond if. Oui. Pour lui, ça n'existe pas. Ouais, on est d'accord. Voilà, c'est comme ça qu'il est devenu Rafael Nadal, c'est qu'il ne s'est jamais posé de question si c'était possible ou pas. Ouais, dans sa tête, c'était clair. Non, mais c'est dur, parce que ça veut dire, ça fait appel à... Mais quelque part, c'est-à-dire que ta maman avait confiance aussi dans ta capacité peut-être à absorber ce message. Et elle avait compris que tu avais un caractère suffisamment fort. Parce que... mais bien sûr, et tu vois, c'est ce que tout à l'heure, tu disais les petits boulots que j'ai fait. Je me souviens, le plus gros coup que j'avais fait quand j'étais étudiant, c'est que j'avais pas d'argent. Il fallait absolument que je voulais voyager, je voulais faire des trucs. Et puis, il y avait une énorme boîte de nuit. Je travaillais à l'île de la Réunion. Et puis, moi, j'étais à la fac en 2e année. Et puis, je me dis, je vais aller voir la boîte de nuit. Il n'y avait pas de soirée étudiante. Et j'avais mes potes qui venaient de Paris qui me disaient, il y a une soirée étudiante dans la boîte. C'était la soirée de l'année et tout. Je suis allé voir la discothèque. Je lui ai dit, écoute, je suis le responsable des soirées étudiantes de la fac. Et il ne me connaissait pas. Il me dit, ah ouais, vas-y, je te donne un jeudi soir. Et le jeudi soir, il me dit, toi, tu prends les entrées en francs. C'était 50 francs l'entrée. Et moi, je prends le bar, tu vois. Et il me dit, essaye au moins de nous ramener 100 personnes. Et je te jure, j'ai mis des affiches que j'ai fait au boulot de ma mère en photocopie noir et blanc. Soirée de l'université, tel jour au Pussycat, ça s'appelait. Boîte sur la plage. Et tu me croiras pas, mais on a eu 4000 personnes. Mais non. Mais je te jure. Ah, génial. On a eu 4000 personnes avec mon pote. On s'est fait, je sais plus, tout le monde n'a pas payé. Donc on a eu non, mais l'énergie était là, 100 000 francs. C'était pour nous, mais colossal. Et en fait, tu vois, tu te dis... À des moments, moi, je me suis jamais fixé de limite en me disant, je crois que je peux avancer et donc agir. Pour moi, c'est le plus important, de faire un premier pas. Ouais. Alors justement, est-ce que je finis là-dessus? Parce que c'est une question que je pose souvent pour finir, parce que c'est quand même le but, c'est de transmettre un peu. On n'est pas encore à des âges canoniques, mais ça commence. En tout cas pour moi, quel est le conseil que tu donnerais justement à un jeune CGP qui se lance ou qui s'est lancé? C'est agir aussi ou tu vois d'autres choses Et justement, pas tout à fait. À un moment donné, il faut aussi avoir l'humilité de se dire que pour devenir un grand CGP, il faut apprendre auprès des grands CGP. Moi, quand j'étais allé chez Sirou, je me souviens que je me faisais un plaisir d'absorber tout ce qu'ils nous donnaient et d'apprendre. Là, aujourd'hui, il y en a qui viennent chez nous et comme on leur donne beaucoup de valeur tout de suite, au bout d'1 an et demi, ils se disent, je vais aller monter mon cabinet à côté. Et souvent, ils se brûlent les ailes parce que c'est un peu trop tôt. Là, j'en ai 2 qui s'en vont, coucou, et que j'aide, parce que quand ils s'en vont et qu'ils font bien les choses... on n'a pas envie de les retenir. Ils partent pour entreprendre, donc c'est super. Exactement, c'est super. Mais souvent, ils vont trop vite. Et pour devenir un bon CGP, il faut prendre le temps de bien faire les choses, de prendre les bons réflexes et d'avoir un petit peu d'expérience. Et je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre et toujours, encore une fois, rester intègre, honnête, bien se comporter, se dire les choses. Toujours le sujet avec les humains, c'est toujours essayer d'être transparent un maximum pour fluidifier les échanges. Que ce soit avec ses clients ou ses collaborateurs. Avec ses clients, avec ses collaborateurs. Tu sais très bien que quand il y a une baisse sur les marchés, par exemple, ou quelque chose qui ne va pas sur le portefeuille de ton client, si tu l'appelles et que tu lui expliques, il risque parfois d'être un peu déçu, mais il va comprendre. Mais si tu fais la sourde oreille, c'est le pire truc, ça. Ouais. C'est le truc qu'ils détestent tous. Oui, ça a baissé, il ne m'a même pas rappelé, etc. Il faut toujours
être actif, être dynamique Ouais. et bien faire les choses. Donc pas procrastiner. Ouais. Et on a toujours le temps de passer un petit coup de fil. Hein, quand même. Très bien. Merci beaucoup, Joachim, Avec pour ce plaisir. moment. C'était un vrai plaisir. Stéphane, Et super. puis nous, on se retrouvera bientôt pour un prochain Track Record, évidemment. Bye. Bye.